Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre webinaire. Nous vous rappelons que cette conférence est enregistrée. Tous les participants sont en mode écoute seulement. Pour les participants connectés par téléphone qui auraient besoin de l'aide de la téléphoniste, veuillez appuyer sur l'étoile 0. Les participants web qui ont besoin d'aide sont prêts d'utiliser le forum de discussion sur votre écran. J'aimerais maintenant laisser la parole à votre modérateur Armand Boudreau. Monsieur Boudreau, à vous la parole. Alors bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire informationnel d'aujourd'hui qui se penchera sur une expérience canadienne unique en santé de la population, l'initiative pour le partage des connaissances et le développement des compétences, mieux connue sous l'acronyme de IPCDC. C'est une expérience du Québec qui, à mon avis, pourra certainement profiter à nos collègues des autres provinces canadiennes et à l'international également. Je suis Armand Boudreau, j'agirai comme modérateur aujourd'hui. Je travaille avec la Fondation canadienne comme expert conseil et personne qui aide à travailler sur l'amélioration de la qualité depuis 2002. Auparavant, j'étais dans le système de santé québécois surtout et j'agissais comme cadre supérieur et à la fin de ma carrière comme directeur général d'une autorité régionale ou d'une régie régionale, comme on les appelait dans ce temps-là. Alors, sans plus tarder, les modérateurs aujourd'hui seront, pas les modérateurs, mais les conférenciers aujourd'hui seront, il faut que je passe d'un ordinateur à l'autre, excusez-moi, seront Dr Jean Rochon, qui était présentement expert conseil à l'Institut national de santé publique du Québec et qui exerce notamment cette fonction à l'IPCDC, c'est-à-dire l'initiative sur le partage des connaissances et le développement des compétences pour relever le défi de la responsabilité populationnelle. Dr Rochon est très connu au Québec et à l'international. Il a été membre du gouvernement du Québec où il a entre autres occupé le poste de ministre de la Santé et des Services sociaux de 1994 à 1998. C'est sous son mandat que le gouvernement du Québec adopte, entre autres, en 1998, une loi qui réglemente l'usage du tabac dans les endroits publics à la grandeur du Québec. Dr Rochon a été également directeur du département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval. Il a été directeur du département de santé communautaire du centre hospitalier de l'Université Laval. Il a été doyen de la faculté de médecine de l'Université Laval, président d'une commission d'enquête du gouvernement du Québec sur les services de santé et les services sociaux de 1985 à 1988, aussi connu sous l'appellation Commission Rochon. Il a été adjoint au directeur général dans sa carrière internationale, adjoint au directeur général pour l'Europe, de l'Organisation mondiale de la santé à Copenhague, et il a été responsable de la création d'une direction des programmes en santé publique pour l'ensemble de l'Organisation mondiale de la santé à partir de son siège social à Genève. Alors, vous comprendrez que c'est un conférencier de grande envergure. Il y a aussi Dr Pernelle Smith, qui est professeur au département de management de la Faculté des sciences administratives de Laval. Elle est aussi chercheure à l'École nationale d'administration publique et à l'Université de Montréal. Pernelle fait aussi partie du centre de recherche du centre hospitalier de l'Université de Québec. Elle détient un doctorat en santé publique, organisation des soins. Elle mène des recherches sur les politiques d'évaluation, la gouvernance intersectorielle, le soutien à l'innovation. Pernelle a travaillé avec l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, l'Agence de santé des services sociaux de Montréal, le ministère et à l'international. Elle a géré des projets financés par les instituts de financement fédéraux de la recherche, l'IRSC, a obtenu des bourses de fonds de recherche du Québec en santé ou d'organismes fédéraux, le CRSH, le CRDI, a publié dans de nombreux journaux internationaux à facteur d'impact. Elle enseigne des cours en gestion du système de santé et en évaluation de programmes et politiques. Enfin, le Dr Denis Roy, qui est professeur adjoint de clinique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, professeur associé à l'Université de Sherbrooke et à l'Université McGill. Dr Roy est spécialiste en médecine communautaire et détient
un fellowship Harkness du Commonwealth Fund en politique de santé. Depuis novembre 2009, Dr. Roy est vice-président aux affaires scientifiques à l'Institut national de santé publique du Québec. Il est à ce titre responsable de l'ensemble de la programmation scientifique de l'Institut sur les déterminants de la santé de la population. Dr. Roy est aussi président du bureau de direction de l'initiative sur le partage des connaissances et le développement des compétences, un consortium pan-québécois dédié, comme on vous l'a dit, à l'amélioration du système de santé. Et il est le fier auteur d'un livre récent sur la gestion et la gouvernance des réseaux de santé, de santé et des services sociaux. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes de leadership à l'Agence de santé et des services sociaux de la Montérégie, au ministère de la Santé et des services sociaux et la direction de la santé publique de Montréal-Centre. Il est diplômé en médecine de l'Université de Laval. Il a obtenu un master's, en fait, on peut le dire comme ça, parce que ça vient en santé publique de l'Université de Californie à Berkeley. Il a un second master en épidémiologie à l'Université McGill. Il est fellow du Collège royal des médecins du Canada. Il s'est mérité quelques distinctions de prestige, dont le prix d'excellence de l'Association des médecins spécialistes en santé communautaire. Et il est à ce jour le seul Canadien à avoir reçu à 2 reprises le prix d'excellence de l'Association des médecins spécialistes en santé communautaire. Et il est pour l'avancement de la recherche au Canada en reconnaissance de ses travaux à Montréal et à Montérégie. Les objectifs d'apprentissage pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, on entendra l'origine, l'histoire, l'évolution et les résultats de cette initiative très particulière qu'est le consortium IPCDC. Les objectifs précis d'apprentissage sont de mieux comprendre les origines de ce consortium, ses objectifs, les résultats, d'apprécier les phases du consortium et leur évolution, d'explorer leur public cible, les thèmes, les outils, les stratégies et la gouvernance, de discuter des liens entre la responsabilité populationnelle et le Triple Aim for Populations de l'Institute for Health Improvement, l'IHI, amélioration de la santé de la population et de l'expérience de soins à moindre coût. Alors, avec cette introduction, vous pouvez comprendre que nous avons des conférenciers, 3 conférenciers d'envergure. Je vais juste prendre quelques minutes pour vous parler un peu de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Alors, la Fondation canadienne est un organisme sans but lucratif financé par le gouvernement du Canada qui a pour mandat d'accélérer l'amélioration des services de santé. La Fondation joue un rôle crucial à l'échelle pan-canadienne en soutenant l'innovation dans la prestation des services de santé. Nous aidons des équipes de divers secteurs de compétences à travailler ensemble à des priorités communes en leur offrant l'occasion de partager et de mettre en œuvre des solutions éclairées par les données probantes dans les régions, les provinces et les territoires. Nous collaborons avec les dirigeants des services de santé, en particulier des cliniciens et d'autres prestataires, ainsi qu'avec des gestionnaires et des cadres supérieurs d'organismes de santé, et ça partout au Canada. Notamment les organisations avec lesquelles on travaille, ce sont les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée, les régions sanitaires, les autorités régionales, les ministères de santé et des services sociaux des provinces et des territoires, des organismes provinciaux comme les conseils de la qualité et les organismes de santé publique. La mission de la Fondation est d'accélérer l'amélioration et la transformation des services de santé pour les Canadiens et les Canadiennes. Notre vision est des services opportuns, adéquats, efficaces et de grande qualité qui améliorent la santé des Canadiens et des Canadiennes. Alors, vous pourrez transmettre vos questions ou commentaires par voie électronique en vous servant de la boîte chat au bas de votre écran. Alors, et sur ça, je laisse la parole à notre premier conférencier, Dr. Jean Rochon. Hein? Alors, bonjour à tous. En guise d'introduction aux présentations plus détaillées qui vous sont faites par Pernell Smith et Denis Roy,
Je vais faire un rappel des origines de la responsabilité populationnelle, de ce qui a amené à la création de ce consortium, qu'on a appelé l'IPCDC. Et par la suite, mes collègues vous présenteront l'évolution, l'accompagnement des résultats de cette initiative, de même que les liens avec les objectifs du triple aim pour la santé des populations. Alors, l'initiative est née au moment où, dans la foulée de la réorganisation des services de santé qui a été lancée en 1984. On en a une au Québec à peu près tous les 10 ou 15 ans, et qui était commandée un peu par des objectifs d'augmenter la performance du système de santé en ce qui regarde l'accès aux services, la continuité des services, autant entre les niveaux de services, de première ligne, deuxième ligne et des services surspécialisés, qu'entre les partenaires à chacun des niveaux, et particulièrement au niveau local. Et ce faisant, en augmentant l'accès et la continuité, on voulait que ça puisse se mesurer en une meilleure qualité de service. Ça s'est fait en créant d'abord en fusionnant des établissements pour créer ce qu'on a appelé des centres de santé et de services sociaux, qui naissaient de l'intégration de CLSC, les centres locaux de santé communautaire, et de centres hospitaliers, en leur adjoignant des réseaux locaux de santé qui rejoignaient l'ensemble des partenaires du système de santé et même hors système de santé, qui contribuent de façon importante et régulière pour améliorer la continuité et l'accès aux services. Et à toute cette transformation, on a donné deux grandes missions, deux grands objectifs, soit celui de mieux hiérarchiser, organiser les continuums entre les différents niveaux de soins, pour s'assurer que les bons soins sont donnés au bon niveau, pour des questions de performance et surtout aussi de qualité. Et on a rajouté, ce qui était dans les termes un peu nouveaux, la responsabilité populationnelle. Alors, ça, vous avez là en résumé un peu les différents éléments importants de ce qui ont amené et de ce qui a signifié cette transformation. Alors, d'abord, voyons ce qu'on entend par responsabilité populationnelle. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans dans les faits qui étaient déjà existants, mais on ne les avait pas systématisés si clairement que ça auparavant. Alors, voilà une définition du concept de la responsabilité populationnelle que l'ensemble des partenaires du système de santé et les partenaires des différents autres secteurs qui contribuent à influencer les déterminants de la santé ont convenu pour guider nos actions. Alors, la responsabilité populationnelle vise à assumer l'obligation. C'est donc une obligation légale qui est faite au système de santé de maintenir et d'améliorer la santé et le bien-être de la population sur un territoire donné. Donc, concrètement, on a initié de façon plus formelle une coordination territoriale pour assurer qu'il y avait vraiment un dénominateur connu pour mesurer la performance et la qualité des services. Et ça de trois façons, en rendant d'abord accessible l'ensemble des services pour répondre de façon optimale. Il faut tenir compte que tout n'est pas possible en même temps, donc il y a un besoin de s'assurer d'optimiser l'offre de service, mais pour répondre autant aux besoins non exprimés qu'aux besoins exprimés de la population. Ça, c'est un élément formulé aussi précisément, peut-être un peu nouveau. Deuxièmement, en s'assurant d'accompagner les personnes et le soutien requis pour que la continuité ne soit pas simplement dans les structures, mais vraiment de façon vivante dans les services auprès des patients. Et finalement, je dirais peut-être même surtout, d'agir de plus en plus en amont sur les déterminants de la santé pour vraiment améliorer la santé de la population, pas seulement la maintenir ou la redonner, et aussi, on sait très bien maintenant, pour être capable de diminuer l'impact, le poids
du fardeau de la maladie sur les services de santé et l'ensemble des services d'une société. Et il a été convenu que même si les textes de loi, dans leur première mouture, identifiaient les C3S, les centres de santé et de services sociaux, comme responsables d'assumer cette responsabilité, que dans les faits, et pour être réaliste, il s'agissait bien d'une responsabilité partagée avec les instances régionales et partagée avec l'ensemble des partenaires sur un territoire. Et devant cet objectif, cette mission donnée au système, une question s'est posée rapidement de la part des responsables de différents niveaux, à savoir comment les responsables de donner les services, les gestionnaires, l'ensemble des partenaires, surtout au niveau local, jusqu'à quel point il y avait les moyens pour assumer une si grande responsabilité et pour développer et incarner ce concept de responsabilité populationnelle. Et on a assez rapidement identifié qu'au titre des connaissances et de performances, spécialement dans 3 domaines, dans ce qui regarde les notions de base et les stratégies de santé publique, deuxièmement, le développement des communautés, et aussi la gestion du changement, parce que cette mise en œuvre de la responsabilité populationnelle par les C3S, avec les réseaux et l'ensemble des partenaires, déjà laisse voir l'importance de transformation assez majeure dans le système de santé. Alors, les partenaires dont vous voyez la liste, qui vont du ministère, des agences, l'Association des établissements, les centres de santé, mais aussi l'Observatoire québécois des réseaux locaux, un groupe d'universitaires québécois de différentes universités, l'Institut national de santé publique et la Fondation canadienne de l'amélioration des services de santé, qui s'est jointe il y a déjà quelques années à ce consortium, ont organisé un consortium, mais le mot n'est pas banal, consortium. Ça a voulu être, et ça a été, plus qu'une entente de collaboration entre différents partenaires, ça a voulu être un projet commun, la mise en œuvre de la responsabilité populationnelle que les partenaires se donnaient, en plus de continuer à assumer leurs responsabilités plus sectorielles ou plus prévues directement par la loi et les règlements. Alors, au sein du consortium, on se donnait pour mission, pour vocation, d'être capable d'inventer, de développer des approches nouvelles pour améliorer vraiment la santé de la population selon la définition de la responsabilité populationnelle. En terminant, passer la parole à mes collègues, je pense que pour avoir vécu cette période-là, on peut retenir au moins 3 grands éléments que j'appellerais structurants qui ont permis de développer l'IPCDC et qui probablement jeteront les bases pour l'avenir sous le nom d'un même consortium ou réinventé autrement, mais ce qui devient, je pense, une fonction essentielle rattachée au système de santé. D'abord, de maintenir le cap sur une mission bien précise qui était celui de développer les connaissances et les compétences pour mieux les partager et que les gens soient en meilleure position pour assumer la responsabilité populationnelle dans les 3 domaines surtout que j'ai cités précédemment. Deuxièmement, de créer cette synergie. Le consortium étant plus qu'une collaboration, étant vraiment une mise en commun, on sait qu'une synergie, en général, donne comme résultat final plus que l'addition de ce que les différents partenaires peuvent mettre ensemble. Et finalement, ce qui s'est avéré être un facteur déterminant, c'était cette capacité d'adaptation continue. Et vous verrez plus tard dans la présentation que ça s'est concrétisé dans des phases qu'on peut bien identifier maintenant. Mais ces phases ont été développées, je dirais, inventées à mesure qu'on progressait, grâce à une évaluation et un suivi très serré des progrès, et aussi grâce à une collaboration très intense et un partage avec les partenaires. Ce à quoi on réfère souvent aujourd'hui sous le terme d'autoconstruction. Alors, l'IPCDC
dans son accompagnement et son soutien, n'était pas là pour dire d'emblée aux gens quoi faire, était là pour soutenir dans la recherche commune de solutions et dans l'amélioration continue de ce qu'on faisait. Alors voilà ce qui a amené l'expérience de l'IPCDC. Je vais maintenant céder la parole à Pernelle qui va aller plus loin pour vous décrire cette expérience. Bonjour à tous, Pernelle Smith. La section que je vous présente est un peu l'incarnation de comment ce consortium a réussi à soutenir les établissements au Québec et les C3S à pouvoir implanter une responsabilité qui a été la leur, qui est l'exercice de la responsabilité populationnelle. C'est donc le consortium, on peut le voir comme une réponse ou une structure qui s'est mise en place pour faire atterrir une réforme provinciale qui a un peu joué un rôle tactique entre une réforme qui est à un niveau très stratégique et puis le niveau opérationnel des centres de santé et de services sociaux. Alors ce consortium, l'IPCDC, en le regardant à travers ces un peu plus de 10 années de fonctionnement, on peut dégager certaines caractéristiques qui l'ont rendu relativement bien fonctionnel, et puis aussi des ajustements qui ont dû avoir eu lieu au cours de ces un peu plus de 10 années. Je vous présente ces caractéristiques une par une. On peut au moins en nommer 5 caractéristiques de ce consortium. Une de ces caractéristiques, on appelle ici des capitaux, un peu comme de l'argent que vous mettez en banque et que vous pouvez retirer quand vous en avez besoin. Là, l'IPCDC, au cours des années, a développé certaines compétences comme équipe de soutien aux établissements de santé, aux C3S. Et puis, ces capitaux-là ont été, disons, mobilisés ou peuvent être tirés pour appuyer d'autres types d'implantation de réformes. Alors, un de ces capitals, c'est le capital d'agilité qui fait référence à cette capacité qu'a une organisation ou un groupe à répondre à un milieu changeant et à un contexte avec ses propres contingences. Par exemple, l'IPCDC et son équipe a pu détecter des projets qui existaient ou qui allaient émerger dans les organisations et qui n'étaient pas forcément connectés à responsabilité populationnelle par les acteurs, mais les gens de l'IPCDC l'ont vu comme des projets à fort potentiel pour la responsabilité populationnelle et dans ce sens-là ont pu mettre le doigt sur certains projets qui ont été accompagnés. Il y a aussi un capital d'entraînement qui a été développé au cours de ces années de travail par l'équipe de l'IPCDC. L'entraînement, ça fait appel à ce rôle de coach d'équipe qui aide un athlète à anticiper les prochaines étapes ou qui aide à accélérer la performance d'un athlète. Alors, dans le cadre de l'IPCDC, ça fait référence à cette capacité qu'a eu l'équipe d'appuyer les projets dans les établissements, dans les hôpitaux, dans les C3S, pour qu'ils se développent et aussi pour qu'ils se développent éventuellement plus rapidement qu'ils l'auraient fait seuls, et aussi pour qu'ils prennent en compte différents aspects qu'ils n'auraient peut-être pas vus en étant eux-mêmes dans l'action, mais qu'ils ont pu anticiper davantage avec un regard un peu plus externe à l'action qui était apporté par l'équipe de l'IPCDC. Un troisième capital qui s'est développé, c'est le capital d'incubation. Incubation, ça fait référence à ces espaces qui laissent une marge de manœuvre pour prendre des risques, ces espaces dans lesquels sont les projets où certaines initiatives sont protégées et il y a le droit à l'essai et l'erreur. Dans cette idée, l'IPCDC a par exemple permis à certains projets dans des établissements, C3S ou hôpitaux, de pouvoir émerger alors qu'ils n'auraient pas été dans une programmation de programme à plus long terme, par exemple. Un quatrième capital est le capital d'actionnabilité des connaissances. Ça fait référence au fait que l'IPCDC, comme consortium, n'a pas lui-même produit de nouvelles connaissances, mais a pris les connaissances qui étaient pertinentes pour l'exercice de la responsabilité populationnelle et a assuré cette traduction entre les connaissances et le monde des praticiens pour que les connaissances soient actionnables, disons actionable knowledge. Dans le cadre de ce capital d'actionnabilité, pour vous le rendre plus concret, il y a par exemple des référentiels de compétences pour qu'un gestionnaire assume certaines fonctions en lien avec la responsabilité populationnelle qui ont été développées. À partir donc des connaissances existantes, un référentiel a été mis en place.
Et un cinquième capital, c'est ce capital d'inspiration qui est toute cette idée que l'équipe de l'IPCDC appuie les gens dans les établissements ou dans les C3S pour développer des projets et que cet appui est un appui ouvert, partenarial, ouvert dans le sens où les bonnes idées de tout le monde sont mises à contribution et sont confrontées. L'idée étant de capitaliser sur l'effort des équipes qui doivent implanter certaines actions dans les établissements et dans les C3S et aussi de proposer, de laisser l'espace pour que chacun puisse proposer des alternatives ou des compléments au projet. Ces 5 caractéristiques-là qui sont évidentes à travers les actions du consortium, elles se conçoivent comme un système de poupées russes où, au cours du temps, l'IPCDC a construit ses capitaux, c'est-à-dire au moment où l'IPCDC a été créé, fin 2004, début 2005, ces 5 capitaux-là n'étaient pas en place, mais sont développés au cours du temps. Et puis, l'IPCDC a su construire sur ces capitaux, étape par étape, pour développer des activités qui ont évolué. Alors, si on le prend comme un système de poupées russes, l'IPCDC d'abord capitalise sur des données probantes, existantes, donc une base de connaissances. Puis, cette base de connaissances est enchâssée dans une mise en pratique de ces connaissances-là, une mise en action des connaissances. Pour ceux qui connaissent le programme Force Extra de la Fondation canadienne, ça correspond aux activités de ce programme qui sont le Knowledge in Action, c'est-à-dire accompagner des projets ou des individus qui sont, eux, déjà en poste dans les établissements pour qu'ils développent leurs propres projets pertinents à leur propre organisation. Alors l'IPCDC au Québec a joué un peu ce rôle pour certains projets dans les établissements. Et puis, au-delà de se baser sur des connaissances existantes, de traduire ces connaissances dans l'action et d'appuyer les projets dans les établissements, il y a aussi eu une volonté de mettre en place des activités pour que ce ne soit pas juste un projet dans un établissement, mais que ce projet arrive à jouer un effet de levier pour que de levier dans une organisation, dans un hôpital ou dans un C3S, pour que l'organisation, disons, soit positivement contaminée et bénéficie des expériences des quelques personnes qui ont mis en place un projet. Pour ceux qui connaissent encore certaines activités comme les collaboratives de la Fondation canadienne, d'amélioration des services de santé, toute l'idée de la diffusion de bonnes pratiques ou de pratiques innovantes ou prometteuses ou d'apprentissage qui ont été faits par une équipe et comment l'ensemble de l'organisation ou d'autres organisations de la même région ou d'autres régions peuvent en bénéficier. Ces activités-là, certaines de ces activités-là ont aussi été reprises par l'IPCDC. Reprises ou bien correspondent à la même idée que ce que l'IPCDC a développé. Alors, on peut découper les phases d'évolution du consortium ou de l'IPCDC en 3 blocs. Le début de l'IPCDC commence fin 2004, début 2005, et le focus est beaucoup sur former des individus et des équipes aux connaissances. En 2009, le focus devient un peu plus global, l'idée de capacité des organisations et donc d'appuyer des projets qui correspondent plus à l'idée du Force Extra. Et en 2012, là, l'accompagnement devient plus large et va au-delà des individus et de projets dans des organisations pour accompagner le changement au niveau de l'ensemble des organisations, mais aussi plus largement avec les agences de santé, voire avec le ministère. Si on prend étape par étape comment a évolué le consortium, donc ici, c'est simplement mettre en image la CETAD précédente. Entre 2004 et 2009, 2009 et 2012 et 2012 et 2015, il y a eu là différents paliers ou constructions qui sont faites dans l'IPCDC. Remarquez qu'on a choisi à dessein que la figure soit représentée sous forme d'escalier, c'est-à-dire que la première étape, 2004-2005, esquisser les expériences acquises et les compétences qui sont développées, ont permis d'asseoir une base pour pouvoir aller une étape au-delà et puis d'avancer, de construire sur l'étape 2009 à maintenant. Et en 2012, il vient de se rajouter encore une étape supplémentaire. Ce cheminement depuis 2004 à 2012 a amené des ajustements sur différents axes de l'IPCDC. La gouvernance de l'IPCDC, du consortium lui-même, s'est ajustée. Les outils qui ont été développés
ont évolué, les publics sites qui étaient visés par les différentes activités de l'IPCDC ont aussi, eux, changé. Les thèmes qui ont été couverts par l'IPCDC ont changé. Et puis les stratégies de renforcement des capacités ont aussi évolué au-delà de donner une formation. Je vous présente chacun de ces blocs et comment ils ont évolué dans le temps. Premièrement, le public cible. Initialement, vous voyez la première marche de l'escalier. Le public ciblé par les activités de l'IPCDC était essentiellement des individus, des professionnels du système de santé, cliniciens ou gestionnaires. Puis est venu se greffer des activités réalisées par l'IPCDC autour davantage d'équipes plutôt que d'individus. Et enfin, un peu plus tardivement, les activités n'ont pas rejoint juste des équipes, mais de façon plus large, des projets d'une organisation, donc le niveau organisationnel, voire le niveau systémique en rejoignant et en se connectant davantage au ministère de la Santé et aussi à des intervenants à l'international. Donc le public a évolué. Avec ce public qui a évolué, vient aussi une évolution de la couverture des thèmes. La première phase de l'IPCDC s'est essentiellement concentrée sur donner de l'information au niveau des déterminants de la santé. Alors ça peut paraître un peu surprenant, mais ça a été la première étape, c'est-à-dire aller au-delà du système de santé, mais couvrir l'ensemble des déterminants de la santé. Puis la deuxième étape est aller un peu plus proche de ce qu'on conçoit comme étant le concept de responsabilité populationnelle, c'est-à-dire évidemment prendre en compte les déterminants de la santé dans les interventions, mais aussi amener toute l'information qui concernait davantage l'intersectorialité et l'action à travers les communautés. Puis dans une dernière ou dans une phase plus récente, les thématiques ou les activités de l'IPCDC vont au-delà de déterminants de la santé ou de responsabilité populationnelle, mais vont davantage sur les environnements qui favorisent l'exercice de la responsabilité populationnelle, par exemple en allant développer des activités comme des profils de gestionnaires pour exercer l'exercice de la responsabilité populationnelle. Donc les environnements favorables qui vont au-delà d'un professionnel ou d'une équipe, mais aussi arriver à rejoindre et convaincre l'ensemble des gestionnaires qui peuvent avoir un effet de levier sur les actions qui vont dans le sens de la responsabilité populationnelle. Les outils qui ont été développés par l'équipe et en collaboration avec les différents intervenants du milieu de la santé et des services sociaux au Québec se sont ajustés aussi au cours du temps. Il y a eu initialement, les deux premières marches sont à inverser là. Initialement, les activités, les outils qui ont été développés, c'était des supports pour les programmes. Et aussi, il y a eu un bureau virtuel qui a permis d'offrir une plateforme de partage électronique des informations développées par l'IPCDC comme équipe, mais aussi par l'ensemble des partenaires de l'IPCDC. Dans une deuxième étape, se sont développés davantage des guides et des fiches thématiques sur des sujets bien pointus, particuliers de connaissances qui ont trait à la responsabilité populationnelle. Et puis récemment, ce sont des outils qui touchent plus le niveau organisationnel qui sont développés comme des outils d'autodiagnostic de l'implantation de la responsabilité populationnelle qui viennent là outiller les organisations pour être capables de suivre à quel niveau ils en sont de l'implantation de la responsabilité populationnelle. Les stratégies de développement des capacités sont aussi modifiées dans le temps. Initialement, la stratégie était essentiellement transmettre des données qu'on connaissait. Donc la première étape, c'est un objectif pédagogique où on prend des connaissances et on l'envoie vers le milieu. Donc c'est faire connaître les connaissances. La deuxième étape, qui est pas seulement de faire connaître, mais qui a été de co-construire les formations et donc d'apprendre avec les partenaires. Dans cette étape-là, l'équipe de l'IPCDC a par exemple ajusté certaines formations pour les organisations en modulant l'offre de formation en fonction des besoins des différents centres de santé et de services sociaux. Et enfin, dans une étape un peu plus récente, il s'agit là plus d'élargir les stratégies de renforcement des capacités en apprenant non plus ensemble avec les équipes qui ont mis en place des projets, mais en apprenant avec autrui plus large que juste les équipes qui avaient à implanter des projets et en intégrant par exemple les décideurs dans la planification d'un portfolio de projets organisationnels
qui vont dans le sens de la responsabilité populationnelle, par exemple. Et enfin, pour être capable d'avoir des outils qui évoluent dans le temps en fonction des besoins du terrain, d'avoir une couverture qui évolue dans le temps, d'avoir un public, de s'être ajusté en fonction d'un public cible, tout cela demande une gouvernance qui est aussi, qui se module et qui est flexible en fonction des besoins de ces 10 dernières années. Alors, initialement, l'IPCDC a fonctionné avec une gouvernance à 2 paliers, c'est-à-dire qu'il y avait une couverture très large de la structure de gouvernance qui visait à atteindre un certain seuil critique pour qu'un ensemble d'acteurs se mobilisent pour appuyer l'exercice de la responsabilité populationnelle dans le réseau au Québec. À cet effet, il y a eu un conseil d'orientation qui a été mis en place avec une 30aine de personnes et un comité de coordination hébergé à l'INSPQ. Puis dans une deuxième étape, la gouvernance s'est aplanie. On n'a plus eu 2 paliers, mais uniquement un palier qui s'est mis en place avec un bureau de direction qui recoupe en partie les 2 structures précédentes. Et s'est mis en place une équipe d'appui au projet pour venir appuyer les projets qui se mettaient en place dans les C3S ou les centres hospitaliers, par exemple, ou les agences de santé. Donc l'équipe d'appui a été là pour assurer un volet plus opérationnel de l'IPCDC. Et plus récemment, la structure de gouverne fonctionne autour d'un bureau de direction qui a intégré des acteurs plus larges que l'ensemble des acteurs qui étaient là précédemment, notamment en intégrant un représentant des médecins et en s'alliant avec des acteurs du ministère de la Santé qui travaillent actuellement au niveau provincial au développement du réseau national de soutien à l'exercice de la responsabilité populationnelle puis la mise en place d'actions qui vont dans ce sens. Et voilà ce que j'avais à vous présenter pour l'évolution de l'ensemble de ces 10 années. Donc, plusieurs éléments qui ont évolué, dont la gouverne, et aussi des capitaux qui permettent d'identifier l'IPCDC comme un acteur tactique autour de la responsabilité populationnelle au Québec. Denis? Merci, Pernelle. Vous m'entendez bien? Alors, j'enchaîne. On a donc un actif, ce qu'on a appelé un capital d'accompagnement des changements bien aligné sur cette vision de la responsabilité populationnelle. Et dans le fond, on est confronté à réfléchir au moment où on se parle sur les prochaines étapes parce qu'on vit au Québec, plusieurs le savent, un grand bouleversement où les structures sont remaniées et les acteurs en position de leadership changent et pour l'essentiel, ce qu'on cherche à faire, c'est à mieux intégrer l'ensemble des dispositifs d'action et de gouvernance régionale dans une même entité qui intégrerait toutes les missions de santé, de soins de santé, de services sociaux, de santé publique, et qui, dans le fond, le plan de match, en tout cas, le discours public, viendrait simplifier, finalement, l'opération du système. Dans un tel contexte, dans ce grand chambardement, les hauts dirigeants du ministère de la Santé et leurs collègues ont pris la décision de ne pas poursuivre le financement de l'initiative, qui n'est pas quelque chose qui coûtait très cher et qui était beaucoup, dans le fond, une façon de financer des contributions en nature des différents partenaires et bien sûr des établissements en changement, de telle sorte que pour le moment, on est en pause. On est en pause, c'est important que vous le sachiez. Et le système de santé, par ailleurs, lui, vit un grand bouleversement, encore une fois, et entrera vraisemblablement dans une décélération de performance. Les chercheurs parlent, par exemple, de la courbe en J, où dans des contextes comme ça, il y a une perte de performance, une réorganisation et ensuite une relance de la courbe d'amélioration et de progrès. Donc, dans ce contexte-là, nous, on est à l'heure des bilans, des réflexions critiques. C'est dans cet esprit-là qu'on a préparé ce travail qu'on vient de vous présenter avec Jean et Pernelle et qu'on continuera à le diffuser. Mais aussi, on est dans une période de réflexion critique sur les prochaines étapes. Je devrais vous dire quelques mots de cela. D'abord, on voit bien que partout au Canada, on discute actuellement de cette
triple finalité, le Triple Aim for Population, essentiellement une volonté d'avancer simultanément en regard de l'amélioration de la santé, de l'amélioration de l'expérience de soins par les personnes, donc des services personnels, et l'optimisation des ressources. Il y a une grande obsession dans le discours public, dans les médias, aussi chez les citoyens, de contrôler les dépenses et de faire que chaque dollar investi rapporte véritablement au maximum. Et dans ce contexte-là, la prise en compte des ressources, qui n'était peut-être pas à l'avant-plan au moment de la mise en œuvre des réseaux locaux de services et des travaux qu'on a menés dans le cadre de l'IPCDC, on entendait moins parler de la compression des ressources parce qu'à cette époque-là, les budgets croissaient globalement de 5 à 6 % par année pendant cette belle période. On entre dans une phase de contraction de ces budgets et la question qui se pose, c'est quelle sera la vision qui va animer les territoires, les nouveaux territoires qui résultent de la fusion des régions et des territoires locaux. On appelle donc ces organismes qui auront une responsabilité territoriale autour de populations. Est-ce que ces organisations ne devraient pas considérer la vision du Triple Aim comme vision centrale de leur stratégie d'amélioration? Nous, c'est un peu ce qu'on pressent et c'est dans ce sens-là qu'on a travaillé notamment avec les dirigeants, mais qu'on travaille à toutes sortes de niveaux pour examiner l'intérêt stratégique de cette vision du Triple Aim, de la triple finalité, qui donc véhiculerait encore ces grandes ambitions d'améliorer la santé, mais aussi l'expérience de soins et de prendre en considération les dimensions économiques comme telles. L'AHA nous dit que pour accomplir cette vision du Triple Aim, il y a 3 grandes conditions. On pense qu'elles sont réunies au Québec actuellement. D'abord, une responsabilité pour la population d'un territoire qui est bien définie, un engagement à une couverture large, universelle pour tous les membres de cette population en intégrant, en fusionnant toutes les missions de santé et de services sociaux, on y arrive. Et l'importante condition d'avoir une organisation qui joue le rôle d'intégrateur, c'est-à-dire qui se porte garant des 3 buts poursuivis, mais ces buts-là sont en tension. On veut à la fois augmenter la santé, améliorer les services, optimiser les coûts, et des fois, il y a nécessairement des difficultés à le faire, et ça prend un point de chute stratégique qui est capable de trancher. C'est peut-être ça, l'avenir des centres intégrés de santé et de services sociaux, qui auront cette responsabilité dans les faits et qui donc pourraient devenir des acteurs de la responsabilité populationnelle au sens où Jean Rochon le décrit tantôt. Et je le rappelle, cette responsabilité populationnelle, elle se déploie par une capacité de gérer des grands continuums d'intervention qui vont de la promotion de la santé jusqu'à la prise en charge optimale des personnes en fin de vie, en passant par toute la question des soins aigus, avec les dépistages appropriés, la prise en charge des maladies chroniques. On connaît cette idée des continuums intégrés, mais devra le faire sur une diversité de thématiques, donc les aspects qui touchent tout le parcours de vie, de la petite enfance jusqu'au grand âge, en passant par la question sociale, touche la santé mentale, les traumatismes, la sécurité, les habitudes de vie, les modes de vie sains, la prévention des maladies chroniques. Vaste projet. Et l'intégrateur, qui est le CIS, le Centre intégré de santé, devra, lui, s'assurer que tout ce qui est fait, d'abord, est équitable entre les différents groupes, mais aussi est bien construit au niveau du continuum, c'est-à-dire qu'il se centre sur les besoins exprimés, mais aussi non exprimés de la population, qui prévoit une action sur les grands déterminants, les déterminants sociaux notamment, mais l'ensemble des déterminants de la santé de la population, une offre de soins généraux, de soins primaires, si vous voulez, de première ligne, comme on dit chez nous, qui est bien calibrée et arrimée dans une logique de hiérarchisation avec les services spécialisés. Alors ça, c'est tout un projet, ça. C'est tout un projet de changement. On comprend qu'actuellement, on est en train de mettre en place des nouvelles structures qui auront cette responsabilité-là, mais inévitablement, elles seront conviées à un grand projet de changement. Et là, les capitaux de l'IPCDC sont des actifs extrêmement précieux qui, s'ils sont en mode pause actuellement, devront se réactiver parce que
on le sait, on ne réussit pas à transformer des systèmes complexes de santé en espérant que ça se fasse. Il y a un savoir-faire, c'est-à-dire presque un savoir-être pour y arriver. D'ailleurs, on n'est pas sûr que dans la gestion du changement qu'on vit au Québec, on est tout à fait dans ce savoir-être-là, mais je n'élaborerai pas sur le sujet pour le moment. Je vais me concentrer plutôt sur ce qu'on sait des conditions de succès pour réussir les transformations et je crois que l'avenir de l'IPCDC, son évolution, devra considérer chacun des 6 grands leviers que, encore une fois, la Fondation, comme vous le voyez, c'est un peu notre mec, c'est notre maître à penser. On a là une inspiration stratégique qui est très vivante et extrêmement pertinente, je crois. Et si on reprend ces leviers que vous avez à l'écran, alors si on lit à 2 heures, par exemple, c'est sûr qu'un ancrage fondamental de la réussite de ces projets-là, c'est de pouvoir se concentrer sur les besoins de la population. L'IPCDC a des beaux actifs là-dessus et je crois qu'on pourra vraiment continuer des progrès. J'ai eu un peu d'écho dans mon téléphone. Je vais poursuivre. L'élaboration des politiques et des mesures incitatives favorables devra aussi être à l'agenda, notamment de la gouvernance centrale. Le renforcement des capacités organisationnelles, on y a beaucoup travaillé. Ça, on a aussi, je pense, des forts actifs. Une zone pour laquelle on a été moins investi, c'est la participation citoyenne, l'apport des patients. Au moment où on parle beaucoup du patient-oriented care, des stratégies axées sur le patient et tout ça, il y a là quelque chose qui représente probablement de nouveaux défis. Continuer à mobiliser sur la prise de décision et mobiliser les données probantes en appui à celles-ci. Et enfin, travailler en grande proximité avec les gestionnaires et les prestataires de la première ligne et des établissements de manière générale. Comme on le voit, on a touché à tous ces paramètres-là, mais il y a d'autres forces vives au sein de la collectivité québécoise au niveau du système de santé québécois qui peuvent y contribuer également. Et c'est peut-être ça le prochain rendez-vous de l'IPCDC, une fois que les gros bouleversements structurels seront mieux maîtrisés, on verra plus clair sur la suite des choses, on pourra, à partir des acquis et de l'expérience de l'IPCDC, rebâtir soit sous le même épithète ou avec un nouvel épithète, mais une force d'accompagnement des changements qui puisera à l'un de l'autre de ces 6 leviers et qui pourra nous permettre d'aller un cran plus loin dans la poursuite de l'évolution de notre système de santé. Donc, essentiellement, c'est ce que je voulais vous apporter. D'une part, on pourrait dire que c'est un drame. On n'a pas été reconduit comme initiative dans la forme qu'on avait connue dans le passé, mais en réalité, on est sur des idées extrêmement puissantes et sur un vrai succès. Et en ce sens-là, il faut comprendre qu'on est en mode pause, il faut accepter la turbulence, laisser passer la tempête, bien préparer la prochaine étape et ensuite ressurgir plus fort que jamais. Alors voilà. Nous sommes rendus à notre période de discussion. Malheureusement, il ne nous reste que 5 minutes et je suis certain qu'il y a plusieurs questions. Si nous n'avons pas le temps de répondre à vos questions, veuillez s'il vous plaît quand même les inscrire dans la boîte chat et nos conférenciers se feront un plaisir d'essayer de vous répondre par la suite. À ce moment-ci, j'ai 2 questions qui nous proviennent du côté anglophone. Alors, Mélanie va nous va nous présenter ces 2 questions. La première question provient de Robert Burns de Island Health. Il demande si des membres de la communauté ont participé au consortium ou des représentants des gouvernements locaux ou municipaux. Dr. Rochon, vous pouvez répondre? Je pense que Denis, dans la fin de sa présentation, a fait un peu référence à la question qui est soulevée. Et jusqu'ici, dans l'expérience de l'IPCDC, je pense que je peux dire qu'on était rendu là maintenant. Il y a eu des collaborations sur le terrain qui se sont établies avec les gens du monde municipal, au niveau local, au niveau des projets, mais on avait déjà dans nos discussions la stratégie à développer pour, sans trop alourdir le consortium, de s'adjoindre des gens des autres secteurs que celui des services de santé, au premier titre les municipalités, le système scolaire,
évidemment, et des gens qui connaissent le système de santé comme citoyens ou comme patients. C'est notre prochaine étape, dépendant de la forme sous laquelle l'IPCDC va se renouveler. Merci, Dr. Rochon. La deuxième question du groupe anglophone, et ensuite j'en ai une autre de notre côté francophone. Alors, la question suivante est posée par Pat de Capital Health. Comment les besoins non exprimés sont-ils identifiés? Comment avez-vous pu réunir des partenaires qui ont une diversité de stratégies et d'initiatives? Je voudrais en savoir plus sur la manière dont les divers partenaires ont pu conjuguer leur action s'ils n'avaient pas des responsabilités communes. Alors, Dr. Roy, peut-être? Oui, absolument. Une réponse brève là-dessus. Deux grandes inspirations là-dessus, deux grandes modalités, je dirais. La première, l'exploitation des données populationnelles sur les déterminants, les problèmes de santé, les données qu'on appelle ici de la surveillance de l'état de santé. Alors, on a la chance au Québec d'avoir un bon système où ces informations-là sont regroupées à l'échelle des territoires et donc on a pu les exploiter pour les comparer aux données qui étaient disponibles au sein des établissements. La deuxième grande modalité, ça a été des processus délibératifs tenus entre les partenaires. Et là-dessus, il y avait, oui, les acteurs formels des établissements, mais beaucoup leurs partenaires du milieu communautaire, des municipalités, des partenaires associatifs largement définis. Et on pouvait, à travers ces processus de délibération, travailler avec des données de surveillance, donc des indicateurs, mais aussi les perceptions des gens, leurs expériences de vie, l'expérience de soins, et en arriver à des jugements partagés sur les priorités d'action. Donc, je crois que là-dessus, on a été, je pense, assez sensible à ces réalités-là, et moi, je pourrais témoigner d'un réel progrès sur la prise en compte des besoins non exprimés. Alors, merci, Denis. Une question qui nous vient de Mme Marie-Noël Caron, une question très d'actualité. Alors, elle va comme ceci. Malgré la pause, est-ce que l'équipe de l'IPCDC peut encore accompagner les milieux? Alors, Denis, peut-être? Jean peut-être voudra poursuivre. On a dû mettre en pause aussi l'accompagnement des milieux parce que aucun des organismes partenaires de l'initiative ne détient une capacité professionnelle pour le faire. Et puisqu'on n'avait pas le financement additionnel, on était dans l'impossibilité d'affecter un personnel compétent. Et puisqu'on avait là des gens de grand talent, ces gens-là ont accepté des positions assez rapidement dans d'autres organisations. Donc, on a perdu cette force professionnelle qu'on avait pu acquérir et former. Et ça, c'est une grande déception de tous, mais espérons que c'est une perte qui ne sera que temporaire parce qu'on a là des talents qui sont de réels talents et peut-être d'ailleurs une pépinière plus large qu'on pourrait redévelopper dans un nouveau contexte. Merci. Donc la réponse c'est... Oui, allez-y. Oui. Dr. Rochon, vous voulez rajouter? Oui. Jean Rochon, oui. Écoutez, Oui. un petit élément pour compléter, aller dans le sens de ce que Denis nous expliquait. D'abord, pour la question des besoins non exprimés, tout ce qu'il a décrit, ça s'est fait en étroite collaboration depuis quelques années, de plus en plus, avec les directions de santé publique des agences régionales. Alors, c'était donc une façon d'élargir encore plus la capacité de l'IPCDC et bien sûr, la collaboration de très près dans l'analyse des données de l'Institut national de santé publique. L'autre question auquel Denis a répondu pour notre personnel, tout ce que je peux rajouter, c'est qu'on fait beaucoup d'efforts pour garder un contact assidu avec nos gens qui sont allés prendre d'autres expériences présentement et qu'on va espérer que la famille peut se réunir de nouveau dans quelques temps. Merci, Jean.
On me dit qu'on peut poursuivre encore quelques minutes. J'ai une autre question qui nous arrive du côté anglophone. Oui, une question de Brown Hetherington. Est-ce que des projets concrets ont été mis en œuvre à la suite de ce processus? Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Peut-être Pernel? Oui, parce on a compilé l'ensemble des projets qui ont été soutenus par l'IPCDC. Pour vous donner une idée, donc il y a eu des projets dans les établissements soutenus, mais il y a eu aussi des activités de formation, des groupes de réflexion, des séminaires de formation. Pour ce qui est de l'accompagnement des C3S et des agences, il y a 30 C3S et 10 agences qui ont été soutenues. Pour ce qui est des micro-programmes, il y a plus de 340 étudiants formés. Pour les compétences en action, qui sont ces formations avec les établissements, il y a 90 personnes rejointes. Pour les groupes de réflexion, il y a 313 personnes qui ont participé, etc., plus des présentations à l'international et au niveau national. Donc 30 C3S et 10 agences, ce qui fait une bonne trentaine de projets. Monsieur Rochon, est-ce qu'on est bien dans les bonnes statistiques? Dr. Rochon? Vous m'entendez, là? Oui, c'est ça. Pernel demande si on est dans les bonnes statistiques. L'information que vous donne Pernel est complète et précise. Parfait, merci. Alors, Pernel, est-ce que c'est tout pour votre intervention? Oui, pour ce qui a été du soutien de projet, c'est ça. Il y a eu plusieurs dizaines de projets qui ont été soutenus. Alors, il me reste à remercier d'abord nos 3 conférenciers pour des présentations très complètes et éclairantes. Je veux vous rappeler que si vous avez des questions additionnelles à poser sur cette initiative, très unique à mon avis, vous pouvez toujours vous adresser à Mme Joanne Daniel à la Fondation et elle les transmettra vos questions aux conférenciers. Ils se feront un plaisir de vous répondre. Enfin, il me reste à souhaiter à l'initiative une bonne résurrection, disons, dans les prochains mois et avec plus de vigueur et de force qu'actuellement. Alors, merci à tout le monde pour votre participation à ce webinaire. Au revoir.